on doit pouvoir passer à la conférence que tout le monde attend avec impatience, pouvoir jouer son bac à sable de façon virtuelle. Je pense que ça doit titiller un petit peu les spectateurs. Donc, je vais passer la parole à Aline Lefebvre. Je pense que vous êtes à Polytechnique. Oui, oui, bonjour. Donc, le bac à sable, la foule, tout ça, je pense que c'est un sujet qui est annoncé déjà sur le site de Mathengine. Et donc, je vous laisse présenter votre conférence. Oui, alors je vais essayer de partager mon écran. Ça. Voilà, est-ce que vous voyez l'écran? L'écran, oui. Oui, est-ce que vous me voyez un peu? Pour le moment, non. En bas à droite, on vous voit. En bas à droite, c'est bon? Ok, bon, bah, c'est parfait. Si vous me voyez, tout va bien. Ok, donc je vais vous parler de mes sujets de recherche, en fait. Donc moi, je suis au Centre de mathématiques appliquées à Polytechnique. Et je travaille, donc je fais des mathématiques appliquées, et donc je travaille sur, alors pas sur le bac à sable, en fait je travaille sur les milieux granulaires. Donc c'est des ensembles de petits grains solides. Et on essaye de comprendre comment ils vont évoluer. Donc je m'intéresse à des grains secs et aussi à des grains qui sont, alors on appelle ça des suspensions, donc c'est des grains qui sont immergés dans un fluide, dans du liquide. Et donc, on a essayé de comprendre comment fonctionnaient ces systèmes-là. Donc, je vais vous expliquer tout ça après. Et on s'est rendu compte que ce qu'on faisait pouvait aussi s'appliquer au mouvement de foule. Donc, juste à la fin, je vais vous expliquer comment on fait pour appliquer ça au mouvement de foule. Alors, les slides ne veulent pas passer. Voilà. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ces granulaires, à ces grains et à ces suspensions, ces grains dans du liquide? Parce qu'en fait, il y a une multitude d'applications. Donc, par exemple, on peut imaginer... dans l'agriculture, vous avez les céréales, tous ces petits grains de céréales qu'il va falloir mettre dans des camions pour les transporter. Ensuite, on va les stocker dans ce qu'on appelle des silos, des grosses cuves là qu'on voit là. Et donc, la question, ça va être de savoir comment on fait pour que ces grains, par exemple, ne se tassent pas, ne se bloquent pas dans les tuyaux dans lesquels ils sont transportés, dans ces cuves. Ensuite, d'un point de vue naturel, par exemple, on a les dunes. Donc, les dunes, vous voyez, c'est fait de sable. Donc, les sables, c'est plein de petits grains. Et on a un problème dont vous avez probablement entendu parler. En fait, on a l'érosion des dunes, c'est-à-dire que ces dunes sont grignotées peu à peu par la mer ou par le vent. Et donc, la question, c'est de savoir comment on peut faire pour les protéger. Et pour parvenir à les protéger, la meilleure façon de faire, c'est de comprendre comment et pourquoi elles sont grignotées pour résoudre le problème à la source, en fait. Et donc, si on veut parler maintenant de grains plus dans du liquide, vous avez par exemple le béton, qui est formé de grains dans le ciment, en fait, dans un truc visqueux. Et donc, la question, ça pourrait être de savoir comment je fais pour avoir un béton le plus solide possible, ou alors solide mais léger, pour faire des constructions qui tiennent mais qui ne sont pas trop lourdes. Et j'ai aussi mis une application là qui est le traitement des eaux. Donc, je ne sais pas si vous savez, donc quand vous allumez un robinet, ou vous prenez votre douche, peu importe, vous avez de l'eau qui est usée, qui part dans les égouts. En fait, elle va dans des stations d'épuration où on va la nettoyer avant qu'elle retourne ensuite dans la nature. Et donc, au moment où on la nettoie, on va séparer l'eau des déchets, donc de tous les petits résidus, les petits grains qui traînent en fait dans l'eau. Donc, on va renvoyer l'eau propre dans la nature et il va nous rester une sorte de boue qui est faite justement de plein de petits grains. Et donc, la question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cette boue. Est-ce qu'elle colle? Comment on peut la transporter? Comment on peut la déformer pour essayer de la stocker et la traiter? Donc, voilà. Donc, on a plein d'applications, en fait, de ces systèmes-là qui sont formés de petits grains. Et donc, on aimerait comprendre comment ces systèmes fonctionnent. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple. Alors, du coup, je vous ai fait un petit film. Donc, j'ai fait ça mercredi chez moi. Donc, vous pourrez tous essayer chez vous si ça vous amuse. Alors, voilà, je vais le lancer. Vous voyez le film? Est-ce que quelqu'un peut... Oui. Oui? Ok, super. Donc là, c'est du sucre. Donc, j'ai juste fait couler du sucre pour faire un tas de sucre. Donc, voilà.
Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que même si je mets des gros paquets de sucre parfois, ce qui va se passer, je vais la relancer après, vous pourrez vérifier, c'est que la pente du tas, là, en fait, elle prend toujours le tas prend toujours la même pente. Donc, on va relancer la vidéo. Si vous essayez de regarder la pente, là, vous voyez la pente au début. Alors, hop, là, vous avez une pente. Et vous voyez, là, c'est encore la même. Et donc, on attend un petit peu, et c'est encore la même pente, en fait. Donc, on a plein de grains, mais il se passe quelque chose qui fait que ils prennent pas n'importe quelle forme, en fait. Ils vont prendre une pente précise. Et donc, vous imaginez, par exemple, si vous êtes en train de stocker des céréales et de faire des tas de céréales, ça peut être intéressant de savoir quelle pente va prendre votre tas pour savoir quelle place il va prendre dans le hangar, par exemple. Donc là, j'ai pris juste des images du film. Vous voyez la pente à un moment. Et donc, hop, il faut que ça passe. Voilà, à l'instant, un petit peu plus tard, le tas, il a cette tête-là. Donc, vous voyez qu'il a exactement la même pente. Et un petit peu plus tard, il a encore la même pente. Et là où c'est compliqué, en fait, c'est que la pente, elle va dépendre des grains. Si je fais la même chose avec du sel, donc j'ai testé, voilà, donc là, vous avez la pente du sel en bleu et la pente du sucre en rouge, vous n'obtenez pas la même pente. Si vous testez avec de la semoule, donc j'ai pris tout ce que j'avais dans mes placards, hein, vous avez à nouveau une pente différente, et j'ai testé aussi avec du riz. Et donc là, vous avez la pente qui est verte, donc qui ressemble un petit peu à la pente du sucre finalement. Et effectivement, on ne comprend pas très bien pourquoi, parce qu'entre le sucre et le riz, on a l'impression que quand même le sucre est plus proche de la semoule que du riz. Mais bon, voilà. Donc c'est compliqué, et c'est intéressant de savoir, en fait, on a plein de petits grains, et d'essayer de comprendre quand ils sont ensemble, quand on en fait des tas ou quand on les met dans des cuves, comment ils vont se comporter. Et donc il y a un autre phénomène qui est compliqué sur ces tas de grains, c'est qu'ils peuvent avoir plusieurs comportements, en fait. Ils peuvent être soit se comporter comme des solides, soit se comporter comme des liquides. Donc là, j'ai fait un tas ça c'est de la semoule. Et donc, si je vais faire pencher, c'est un film à nouveau, je vais vous montrer, si je fais pencher la planche, en fait, au début, il ne se passe rien, en fait. Alors, ça va venir. Voilà. Tous les grains restent collés les uns aux autres, même s'il y a une pente. Donc, globalement, le tas, là, il se comporte comme s'il était solide. Il ne se déforme pas. Et si j'augmente la pente, voilà, là, il se met à bouger. Et ce qu'on observe, c'est que tout le tas ne se met pas à bouger en même temps. Là, il y a une partie qui bouge et une partie qui ne bouge pas. Donc, il y a une partie qui coule, en fait, comme du liquide. Et la partie qui est en hauteur, là, elle ne coule pas encore. Donc, je continue à augmenter la pente. Et petit à petit, tous les grains vont finir par se comporter comme du liquide et vont couler. OK. Et donc là, on va voir juste après, je vais rebaisser l'angle et hop, tout s'arrête. Et donc là, les grains sont sur une pente mais ne bougent plus. D'accord? Donc là, vous imaginez, si vous voulez transporter des grains sur des tapis ou je ne sais pas, ou transporter vos graines de céréales, là, elles sont au début d'une usine, elles doivent se promener sur des tapis. Et vous avez besoin de savoir si elles vont glisser sur le tapis ou si elles vont rester bloquées sur le tapis. Donc ça, c'est des informations qui sont intéressantes. De même pour les dunes, en fait, hein, ce serait intéressant de savoir si elles vont rester telles qu'elles sont ou si elles vont se mettre à couler ou à glisser et à se dégrader. Donc ça, c'est des informations qu'on aurait besoin de connaître et qui ne sont pas si faciles, en fait. Ce n'est pas très bien compris. Et donc, par exemple, il y a des gens qui se demandent comment on pourrait faire pour nager dans ces grains. Donc, vous imaginez une application, ça pourrait être tout simplement vous avez vos grandes cuves où vous avez mis tous vos grains de céréales et vous vous demandez s'il y a un bouchon qui s'est formé à l'intérieur ou s'il se passe quelque chose d'étrange. Par exemple, s'il y a une zone où la température est en train d'augmenter. Donc, pour aller voir ça, vous avez envie de fabriquer une sorte de petit robot qui pourrait aller se promener dans les grains. Et pour ça, il faudrait que vous puissiez diriger votre robot dans les grains, en fait. Il faut que vous puissiez le déplacer. Et ce n'est pas si simple. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo d'un petit lézard. Donc là, c'est au rayon X, donc on ne reconnaît pas très bien le lézard. Hop, il est là, voilà, il est ici. Et donc, en fait, lui a très bien compris comment il fallait faire. Il s'est nagé dans le sable. Donc là, vous allez voir, il nage. Il y a une paroi ici au milieu avec une petite porte et il arrive à passer à travers la paroi. Là, si j'enlève ça, c'est mieux. Voilà, vous voyez ce lézard-là qui arrive à nager. Alors maintenant, imaginez-vous dans du sable et réfléchissez aux mouvements que vous pourriez faire pour réussir à bouger. Essentiellement, je pense que quel que soit le mouvement qu'on fait, on reste sur place. Ce n'est pas évident, en fait, de savoir comment faire pour se déplacer. Donc là, au Georgia Tech Institute,
ils ont essayé de fabriquer un robot qui mime en fait ce que fait le lézard. Donc en fait, ils ont essayé de comprendre comment se déformer le lézard pour réussir à se déplacer dans le sable, en se disant, bah voilà, si je construis un robot qui se déforme de la même façon, bah, je vais réussir moi aussi à me déplacer dans le sable. Et donc une autre application où on pourrait avoir envie d'apprendre à nager dans des grains, alors ce n'est pas vraiment des grains pour le coup, donc là vous voyez, c'est l'image qui est en bas à droite, c'est du sang et il y a des globules rouges dans le sang, donc c'est une sorte de suspension faite de particules qui sont les globules rouges, qui sont dans un fluide, et tout ça, ça forme le sang. Et on aurait bien envie de faire des sortes de petits robots, donc de micro-robots, nanorobots même, qui iraient en fait, qui pourraient comme ça se déplacer dans le corps et puis aller déposer par exemple des médicaments là où il faut pour qu'on soit soigné correctement. Et bien à nouveau, là, il faudrait apprendre à nager dans le sang. Donc nager parmi ces globules rouges. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on a envie de savoir faire, qui ne sont pas si simples, que certains ont compris comme les lézards, et donc on aimerait bien comprendre ce qui se passe aussi. Et alors, je vais réussir à passer le slide. Voilà. Donc l'objectif en fait de tout ce travail, c'est de comprendre le comportement des ensembles de grains. Donc vous prenez un tas de grains, un regroupement avec beaucoup de grains, des milliers de grains, et vous voulez comprendre comment il va se comporter. Donc par exemple, est-ce qu'il va se bloquer? Est-ce qu'il va se déformer? Est-ce qu'il va couler? Est-ce qu'il va s'effondrer? Par exemple, est-ce que la dune va s'effondrer? Est-ce que mes grains de blé dans les tuyaux vont provoquer un bouchon? D'accord? Donc c'est ça que vous voulez essayer de comprendre. Et en fait, c'est assez clair de se dire que si je veux comprendre ça, en fait, il faut que je comprenne comment va réagir chaque petit grain. D'accord? Parce que, imaginez, donc là, j'ai pris 3 photos, donc j'ai été chercher dans les jouets des enfants. Ils ont des billes. On a alors ce qu'on appelle des balles magiques. J'imagine que vous avez eu ça aussi quand vous étiez petit. Et là, j'ai mis des boules de pétanque. Donc, évidemment, entre ces 3 types de grains, on va appeler ça des grains, ça réagit pas du tout de la même façon. Il y en a qui vont rebondir si je les fais tomber. D'accord? Donc, typiquement, les balles magiques vont rebondir beaucoup. Les billes, moins, et les boules de pétanque, encore moins, on va dire. Il y en a qui vont frotter si j'essaye de faire se déplacer une de ces billes sur un plan. Bah, essentiellement, les billes et les boules de pétanque vont glisser et les balles magiques, si vous vous souvenez un peu comment c'est fait, ça va coller, ça va frotter en fait contre le plan. Et donc, on imagine bien que des tas qui seraient faits de billes, des tas qui seraient faits de balles magiques ou des tas qui seraient faits de boules de pétanque vont pas se comporter de la même façon. Certains vont bloquer plus que d'autres, certains risquent d'être plus solides que d'autres ou de s'effondrer plus que d'autres. Et donc, ce qu'on voudrait savoir, ce qu'on voudrait comprendre, c'est en fonction des grains que je mets dans mon tas, donc de la matière de ces grains, de leur taille. Je peux mettre des grains de taille différentes, je peux mélanger les tailles, je peux mettre des billes mélangées à des balles magiques. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on n'a pas du tout envie de faire le test à chaque fois. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de comprendre ce qui se passe pour ne pas avoir besoin de faire un test à chaque fois que maintenant je décide de faire un tas de balles magiques, bon voilà, il faut que je teste pour savoir si ça va marcher ou pas. Donc si on arrive à comprendre ce qui se passe, ça va nous permettre d'éviter tous ces tests. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de comprendre le comportement microscopique, c'est-à-dire grain par grain, comment se comporte chaque grain, pour nous permettre d'obtenir ensuite ce qu'on appelle le comportement macroscopique, c'est-à-dire comment vont se comporter les tas, les ensembles de grains. Voilà, donc la question c'est ça. Et donc là, vous allez vous dire, vous êtes en train de vous dire, mais où sont les maths dans tout ça? Donc en fait, ils sont là. Quand vous avez un problème, vous avez une démarche que vous connaissez déjà. Donc là, j'ai écrit un problème que j'ai trouvé. Donc on peut décrire un problème et donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on le traduit mathématiquement. Donc là, on a invité 10 personnes, on a fait des petits gâteaux, voilà, donc on a fait 3 plaques de 4 x 6 gâteaux et donc on nous demande combien de gâteaux va avoir chaque enfant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites si vous voulez résoudre ce problème? D'abord, vous le traduisez mathématiquement et ensuite vous résolvez ce que vous avez écrit là, c'est-à-dire vous effectuez l'opération et vous obtenez la réponse. En fait, là, la démarche qu'on va avoir, ça va être exactement la même chose. On va décrire notre problème. Ensuite, on va le traduire mathématiquement parce qu'on ne peut pas résoudre, on ne peut pas juste trouver la solution comme ça. Donc, on le traduit mathématiquement.
Et grâce aux outils mathématiques, ça va nous permettre de le résoudre et d'obtenir le comportement global du tas de grains. Ok, donc c'est ce qu'on va faire là dans l'exposé. Donc, on va commencer par décrire notre problème. Alors, j'ai dit qu'on avait des grains. Alors, on va commencer par simplifier les choses. Donc, c'est comme quand vous avez appris à calculer, vous avez d'abord fait les additions, puis les soustractions, puis les multiplications. Donc, on va d'abord essayer de comprendre des trucs faciles. Et ensuite, on pourra essayer de faire des choses plus compliquées. Donc, on va dire que nos grains, ce sont des sphères dures. D'accord? Donc, par exemple, si on veut faire quelque chose d'un peu plus évolué qu'une sphère, comme un globule rouge, vous voyez, un globule rouge, ça a cette tête-là. Donc, en fait, c'est creux ici au milieu, et ça fait une sorte de donut. Et c'est plus gros là à l'extérieur. Vous avez une sorte de couronne à l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, comme on sait faire des sphères, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un assemblage de sphères comme ça. Là, on va mettre une petite sphère au milieu, plein de grosses sphères autour, et on va regarder ce type de grain, en fait, ce type de particules. D'accord ? Donc ça, c'est juste comment passer à des choses un peu plus complexes que juste des sphères. Mais concentrons-nous pour l'instant sur les sphères. Donc on imagine, on a notre tas de sphères, et donc ce qu'on veut essayer de savoir, c'est quel va être le chemin suivi par chaque sphère. D'accord ? Les sphères se déplacent, ou pas d'ailleurs, parce que parfois elles ne se déplacent pas. Et donc on veut savoir quel chemin elles vont suivre. D'accord ? Donc ce chemin, c'est ce qui va être l'inconnu du problème, c'est ce qu'on ne connaît pas et qu'on cherche à connaître. Alors, il ne veut pas passer. Voilà. Alors, pour parvenir à savoir quel chemin vont prendre nos petits grains, ce dont on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce qui va les faire bouger. D'accord ? Alors, on imagine, là, j'ai un petit grain, là, on va se concentrer sur le grain rouge. On a plein de petits grains autour. Donc, qu'est-ce qui peut faire bouger notre grain rouge ? Il peut y avoir son poids, par exemple, qui va le faire tomber. Il peut y avoir un contact. Ici, si vous avez une particule qui tape sur le grain rouge, ça va le faire se déplacer. Il peut y avoir des interactions entre les grains. Alors, une interaction entre les grains, ça va être, par exemple, si vous prenez les globules rouges, en fait, les globules rouges s'attirent entre eux. Donc, si vous avez deux globules rouges côte à côte, ils vont avoir tendance à se rapprocher, donc à bouger, à changer en quelque sorte leur chemin pour se rapprocher. Et ensuite, dans le cas où ils sont dans un liquide, vous avez ce liquide-là tout autour qui va les faire bouger. Si le liquide est en train de couler, les grains vont couler avec le liquide. D'accord ? Donc ça, c'est toute une série de choses qui peuvent faire se déplacer les grains. Et donc, toute la question, ça va être de faire la liste de toutes ces interactions, de toutes ces choses qui peuvent les faire bouger, et réfléchir à savoir s'il faut les prendre en compte dans le système ou pas. Alors déjà, il ne faut pas en oublier. Si on en oublie, c'est sûr qu'on ne va pas trouver le bon déplacement du grain. D'accord ? Si j'oublie qu'il y a le poids, par exemple, mon grain ne va jamais tomber et je n'aurai pas le bon déplacement. D'accord ? Ensuite, à l'inverse, il y a des choses qui peuvent exister, mais qui n'ont essentiellement aucun effet. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de considérer la boule de pétanque là, de tout à l'heure, ou une bille de polystyrène, d'accord, qui est très très légère. Et il y a du vent. Bon, ma bille de polystyrène, avec le vent, ça va la faire s'envoler. D'accord ? Donc c'est important de prendre en compte le vent si je veux savoir comment va se déplacer ma bille de polystyrène. Si je prends ma boule de pétanque, qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas de vent, ça ne va pas changer grand-chose. D'accord ? Donc le vent est là, il existe. Je peux le prendre en compte, mais ça va faire quelque chose de plus compliqué à résoudre pour rien, parce qu'au final, il change tellement peu le déplacement de ma boule de pétanque que ça ne sert à rien en fait de se compliquer la vie en le prenant en compte. D'accord ? Donc la première étape, c'est toujours ça, c'est de savoir quels sont les effets, les choses à prendre en compte pour ne pas se tromper, pour obtenir le bon déplacement de notre petit grain, et ne pas vouloir en mettre trop non plus, parce que si on en met trop, on va obtenir des problèmes très très compliqués qu'on n'arrivera plus à résoudre. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape. Donc pour faire ça, en fait, on travaille avec des mécaniciens, avec des physiciens, avec des biologistes qui peuvent nous dire, typiquement, voilà, les globules rouges, il y a une force entre eux qui va faire qu'ils vont s'attirer l'un vers l'autre. Il ne faut pas que vous l'oubliez parce que sinon, vous n'aurez pas les bons résultats. Donc voilà, donc ça, c'est un premier travail qu'on a à faire, qui est plutôt un travail de physique.
pour comprendre en fait le système qu'on est en train d'étudier. OK. Et donc ensuite, une fois qu'on a compris tout ce qu'il fallait prendre en compte, donc on a écrit notre problème, c'était notre première étape. Maintenant, il va falloir le traduire d'un point de vue mathématique en fait. Il va falloir écrire des opérations là-dessus. Alors, décidément, il ne peut pas. Voilà. Donc, on va essayer d'écrire le modèle mathématique. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour écrire ce modèle mathématique? On utilise quelque chose qui s'appelle le principe fondamental de la dynamique. Alors, vous verrez ça, je pense, au lycée, voire à la fin du lycée, mais ce n'est pas grave, on peut essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est Isaac Newton qui a écrit ce principe pour la première fois, donc ça s'appelle la deuxième loi de Newton. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que si je suis un grain, si j'ai des forces qui s'exercent sur moi, donc les forces, ça va être par exemple le poids, d'accord? Ça va être si on est en train de me pousser, si on est en train de tirer sur moi. En fait, si je connais la liste de toutes les forces qui s'exercent sur moi, je sais quelle accélération je vais avoir. Et si je connais l'accélération que je vais avoir, je connais aussi ma vitesse. Et si je connais ma vitesse, je connais mon déplacement. Donc là, il a écrit cette relation qui est juste là, hein, qui nous dit que la somme des forces, donc alors c'est là qu'il ne faut pas en oublier, je considère toutes les forces que j'ai, et ben ça va être égal à ma masse fois mon accélération. Voilà, donc plus les forces sont importantes, par exemple, plus le poids est important, et ben plus ici l'accélération va être importante elle aussi, donc plus je vais tomber fort, d'accord, ou vite plutôt, plus je vais tomber vite. Alors, pour traduire ça d'un point de vue mathématique, on écrit cette équation que probablement vous ne comprenez pas, mais ce n'est pas très important. Ici, on a les forces, et ici, on a ce qu'on appelle l'accélération, qui est en fait la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc là, on a écrit que m, la masse, fois l'accélération, est égal aux forces. Et donc ça s'appelle une équation différentielle. Et c'est quelque chose qu'on sait résoudre si ce n'est pas très compliqué, et qui n'est pas facile à résoudre, dans certains cas également. D'accord. Donc, ça veut dire quoi, là, cette loi de Newton? Ça veut dire que si j'arrive à décrire les forces qui s'exercent sur mes particules, eh ben, je pourrais en déduire leur accélération, donc je pourrais en déduire leur vitesse, et donc je pourrais en déduire leur position. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est d'écrire les forces qui sont exercées sur les particules. Alors, comment on peut écrire ces forces? Par exemple, si on regarde le poids, donc vous avez tous vu que, par exemple, sur la Lune, on flotte beaucoup plus que sur la Terre, où on ne flotte absolument pas. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à la gravité, en fait. Donc, vous avez la force de gravité, qui vous attire vers le sol, d'accord? Et elle est plus importante sur la Terre que sur la Lune. Pourquoi? Parce que la gravité est plus importante sur la Terre que sur la Lune. Donc, si vous prenez deux poids égaux, un poids de 10 kg, vous le mettez sur la Terre, il tombe, vous le mettez sur la Lune, il flotte. D'accord? Parce que la force qui est exercée sur lui pour l'attirer vers le sol n'est pas la même. Et comment on traduit ça? En fait, on écrit que notre poids, c'est égal à m, la masse, fois la gravité. Donc, si la gravité est plus grande, comme sur Terre, elle vaut 9 essentiellement, vous prenez votre masse fois la gravité, ça vous donne la force qui vous attire vers la Terre. D'accord? Sur la Lune, la gravité est beaucoup plus petite, donc la force qui vous fait retomber vers le sol est elle aussi beaucoup plus petite, et donc vous flottez. D'accord, donc ça c'est la force la plus simple à écrire en fait. Je peux écrire, donc dans l'équation d'avant, là ici, si j'ai que le poids, j'écris que m fois l'accélération, c'est égal à m fois g, la gravité, et j'ai fini. Donc ça, c'est si j'ai que le poids. Alors, vous avez d'autres types de forces, évidemment. Donc, je vous ai mis l'exemple d'un ressort. Donc, imaginez, vous avez un ressort là que j'ai dessiné là. Donc, vous le laissez au repos, vous le laissez tranquille, il prend une certaine longueur, d'accord? Vous accrochez une bille au bout. Et ensuite, vous tirez sur cette bille. Non, pardon, la première. Donc, ici, il est au repos. Et là, j'ai commencé par appuyer sur la bille, d'accord? Donc, je compresse mon ressort. Qu'est-ce que va faire le ressort? Il a envie de reprendre sa forme initiale, en fait. Donc, il va pousser sur la bille, d'accord? Donc, il va exercer une force sur la bille, il va la pousser pour essayer de la renvoyer vers sa position d'origine. Et à l'inverse, si je tire sur mon ressort, il va essayer de la
rapprocher, en fait, pour à nouveau, ici, là, la particule, elle est trop loin, d'accord? Il a envie de se remettre à sa position d'origine, et donc il va exercer une force pour l'attirer vers la gauche, d'accord? Donc vous avez tous, enfin, vous connaissez le principe d'un ressort. Si je tire, il veut se resserrer, et si je le pousse, il veut se réécarter, d'accord? Et donc, on a une expression, en fait, de cette force qui s'écrit comme ça, qui est quelque chose qui est parfois positif, parfois négatif, en fonction du sens dans lequel le ressort pousse. D'accord? Donc, pour le poids et pour le ressort, on peut écrire les expressions des forces. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre dans notre opération. Là, on va appeler ça une opération, dans notre équation différentielle. On peut écrire ça là-dedans et essayer de résoudre. D'accord? Alors maintenant, on a dit que pour nos grains, là, on avait d'autres problèmes. On avait des problèmes de contact. Alors, les contacts, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a envie d'écrire quelque chose comme, bon, ben voilà, si la particule touche, mettons, le mur ou la table et qu'elle ne rebondit pas, si c'est par exemple mes balles de pétanque, elle s'arrête. On a envie d'écrire, si c'est les balles magiques, si elle touche la table, elle va rebondir. Et là, il y a plein de questions qui se posent, en fait, de savoir de combien elle rebondit, et surtout d'écrire, en fait, d'écrire non pas avec des mots, mais avec des opérations, avec des équations, ce qui se passe. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de compliqué. Il y a des maths un peu compliquées derrière, qui utilisent évidemment du coup autre chose que les opérations comme la multiplication qu'on avait pour le poids, pour le ressort, on avait essentiellement une multiplication et une soustraction. On a besoin d'autres outils mathématiques pour permettre de décrire ce type de contact. OK. Alors, supposons qu'on ait réussi à écrire ce type de contact, ce type de force, disons. Voilà. Donc, on a notre opération. Donc, ça correspond en fait à l'opération qu'on avait écrite tout à l'heure pour résoudre le petit problème de gâteau. D'accord? Maintenant, on a une opération, une équation, en fait, on appelle ça, une équation différentielle même, où on a tous les termes là, et on voudrait résoudre. Donc on a dit que si je connais les forces, on va supposer que c'est le cas maintenant, on a écrit le poids, on a écrit les ressorts, on a écrit la traction, on a écrit les contacts, on a tout écrit, donc je connais les forces, donc en théorie, je suis censé connaître l'accélération, donc la vitesse, donc la position des particules. D'accord. Donc là, on est à l'étape, l'opération est écrite, j'ai envie de la résoudre. D'accord ? J'ai envie de calculer maintenant cette position. Alors, comment on va faire ça ? En fait, on commence par se rendre compte qu'on a un gros problème, c'est que dans un tas de sable, j'ai des milliers de particules, voire des millions dans la dune, d'accord ? Et pour chaque petite particule, là, j'ai écrit une opération, d'accord ? Ça veut dire qu'essentiellement, j'ai des milliers d'opérations à résoudre d'un coup. Alors, même si c'était juste des multiplications et des additions, vous n'avez pas du tout envie de prendre votre feuille de papier et de résoudre vos opérations. D'accord ? Donc ça, déjà, on n'a pas envie. Et là, le pire, c'est que ce n'est même pas des multiplications ou des additions, c'est ce qu'on appelle donc ces équations différentielles, qui sont encore plus compliquées à résoudre. Déjà, quand on en a une, ce n'est pas toujours facile. Donc là, vous imaginez, vous avez des milliers d'équations différentielles, c'est juste impensable. Donc en fait, on arrive sur un problème qu'on peut écrire, mais qu'on ne peut pas forcément résoudre. D'accord ? Il y a trop d'opérations et ces opérations sont trop compliquées. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une résolution numérique. En fait, on va utiliser un programme informatique pour résoudre ce problème. D'accord ? Alors je vais essayer de vous expliquer comment on fait pour résoudre ça grâce à un programme informatique. Alors, en fait, donc, ce qu'on va finir par faire, juste une petite pause avant que je vous explique comment on va faire, ce qu'on va finir par faire, au final, ça va être des expériences sur l'ordinateur. Donc là, à gauche, je vous ai mis une expérience qu'ont fait des collègues au FAST, donc c'est un laboratoire de mécanique qui est à Orsay. Donc, ils voulaient comprendre cette histoire, vous savez, de lézard là, qui nage. Donc, ils voulaient comprendre si je me déplace dans des grains, qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Donc, ce qu'ils ont fait, là, vous voyez, vous avez plein de petits grains gris clair. Donc, ça, c'est le milieu que vous êtes en train d'étudier, d'accord ? Vous avez plein de petits grains et vous allez faire se déplacer. Donc là, ils ont pris une grosse sphère. Vous voyez, il y a un fil là. Donc, en fait, ils tirent sur le fil. Donc, ils font se déplacer la sphère dans tous ces petits grains et ils regardent ce qui se passe, d'accord ? Et donc, à droite, ce que vous voyez là, c'est ce qui se passe. Alors,
ce qu'on voit, c'est toutes les petites particules et en fait, leur couleur va dépendre de à quel point on pousse sur la particule. D'accord ? Quand elles sont claires, ça veut dire qu'on pousse fort sur la particule. Donc là, ça veut dire que ce qu'on voit, en fait, donc la bille, elle est là. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des sortes de chaînes. D'accord ? On appelle ça des chaînes de force, en fait. La bille, là, elle pousse sur une première particule qui elle-même pousse sur une deuxième, pousse sur une troisième, pousse sur une troisième. Et si on arrive à comprendre, en fait, comment tout ça se propage, en fait, on va comprendre comment réagit le milieu devant nous et on va peut-être réussir à comprendre ce qu'on peut faire pour essayer d'avancer dans ce milieu. Alors, le problème qu'ils avaient avec cette expérience, c'est que ces images-là, elles ne sont pas très précises. Et du coup, ils avaient du mal à en tirer des informations précises. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait refaire la même expérience sur ordinateur. Donc, voilà ce qu'on a fait. Je vais vous expliquer après comment on a fait. Hein. Donc, on a mis une bille, pareil, on a mis plein de petits grains. Et là, on a les couleurs en fonction de si les billes sont pressées les unes sur les autres ou pas. Donc, on retrouve un peu le même genre de schéma que ce qu'ils avaient physiquement. D'accord ? Tout l'intérêt de le faire sur ordinateur, c'est d'avoir des choses précises et aussi de pouvoir lancer autant d'expériences qu'on a envie. Si j'ai envie de lancer une deuxième expérience avec une bille qui va plus vite, je dis à mon ordinateur que la bille va plus vite, j'appuie sur Entrée et puis il me refait la simulation. Il me refait l'expérience, en fait. D'accord ? Si j'ai envie que mes grains, là, ils soient, je ne sais pas, ils frottent plus, je dis à l'ordinateur d'une manière ou d'une autre que les grains vont se mettre à frotter et je peux à nouveau relancer la simulation. Donc, ça fait plein de paramètres sur lesquels on peut jouer un petit peu plus facilement que de devoir recommander des billes, parce que vous imaginez, là, quand vous faites des expériences, il faut acheter là, toutes ces billes. Vous voulez des billes qui frottent d'une telle façon, il faut être sûr de trouver les bonnes. Donc, c'est plus facile sur ordinateur. D'accord ? Alors, on n'a pas forcément toute la physique, ça a d'autres désavantages. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Donc, chaque type d'expérience a ses avantages et ses inconvénients. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur comment reproduire cette expérience qu'ils avaient faite au FAST sur ordinateur. Alors, comment on fait ça ? Donc, tout à l'heure, on a dit, on a notre opération, là, on connaît nos forces, on sait les forces qui vont s'exercer sur chaque petite bille, là. Donc, on est censé connaître leur accélération, leur vitesse et leur position, et voilà, je veux résoudre ce truc-là, je veux faire l'opération. Comme tout à l'heure, pour les gâteaux, vous aviez posé l'opération et calculé le résultat. On veut faire pareil, on veut calculer le résultat. Alors, on a dit que c'était trop compliqué, parce qu'il y a des milliers de billes et on ne va pas y arriver. Donc, on ne sait pas calculer le chemin de chaque bille. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de calculer où est-ce qu'elle va se trouver, par exemple, toutes les 10 secondes ou toutes les secondes. D'accord ? Et donc, la question, c'est de savoir, je sais où sont mes billes là maintenant tout de suite. Essentiellement, je sais les forces qui s'exercent sur elles. Est-ce que je peux essayer de deviner où est-ce qu'elle sera dans 10 secondes ou dans une seconde ? D'accord ? Donc, ça va être ça, en fait, un programme ou un schéma numérique. Ça va être, je vais essayer d'avancer comme ça. À chaque fois, je démarre, j'essaye de deviner où la bille sera dans 10 secondes, je la fais avancer, je regarde où elle est, et je recommence, et je la refais avancer, et etc. D'accord ? Donc, un schéma numérique, c'est ça. Donc, je vous l'ai mis là sous forme qui ressemble normalement plus ou moins à quelque chose que vous connaissez, qui doit ressembler au Scratch. Donc, l'idée, ça va être ça. Ça va être de répéter. Je répète. Donc, je commence au début et je répète un certain nombre de fois. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois choisir la direction que la bille va prendre, choisir sa vitesse et ensuite la faire avancer. Une fois qu'elle a avancé, je recommence. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Est-ce qu'il y a des billes ? Est-ce qu'il y a d'autres billes ? Est-ce qu'il n'y a pas de billes ? Est-ce qu'il y a une force en plus, une force en moins ? Et je rechoisis ma direction, ma vitesse, et je recommence à avancer. Et on continue comme ça, et petit à petit, on fait avancer tous nos grains. D'accord ? Alors, la grande question, parce que là, dit comme ça a l'air facile, la grande question, c'est de savoir comment on va réussir à choisir cette direction et cette vitesse. Parce que à chaque instant, moi je suis une bille là au milieu de ce tas de sable, il faudrait que je connaisse la position de toutes les autres billes, quelles sont celles qui sont en train de me pousser, quelles sont celles qui sont en train de tirer, quelles sont celles avec lesquelles j'ai une force d'attraction. D'accord ? Donc c'est pas si simple,
D'accord? Il faut décider comment on va choisir cette direction et cette vitesse. Et ensuite, la deuxième question qui se pose, donc j'ai trouvé une façon de faire pour choisir ma direction et ma vitesse. Donc je la choisis, j'avance, je la choisis, j'avance. Donc c'est un petit peu en fait comme si vous êtes un grain parmi les autres. Donc imaginez vous êtes dans une foule, on va parler un petit peu de foule. Vous êtes dans une foule, vous avez les yeux ouverts, vous regardez autour de vous toutes les informations. Donc par exemple, j'ai une personne là à ma droite, j'en ai une qui est en train de courir et d'arriver sur moi à la gauche. Devant moi, j'ai une table. OK, je décide d'avancer dans cette direction-là. J'ai pris toutes les informations, je décide d'avancer. À ce moment-là, je ferme les yeux, j'oublie ce qui va se passer après et j'avance pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, j'ouvre les yeux et je recommence. Je regarde autour de moi ce qui s'est passé, je referme les yeux et je recommence à avancer. D'accord ? Alors la question, c'est de savoir, bon, OK, donc ça, c'est quand même pas super précis. Si je dois avancer pendant 10 secondes tout le temps dans la même direction sans savoir ce que font les autres autour de moi pendant ces 10 secondes-là, ça risque de pas très bien se passer. Donc la question, c'est est-ce que si j'ouvre les yeux plus souvent, ça va mieux se passer? Donc là, on a envie de dire, bah oui, si j'ouvre les yeux toutes les 5 secondes, ça risque, je vais éviter je sais pas, de rentrer dans la table, de rentrer dans le copain d'à côté. D'accord? Si j'ouvre les yeux toutes les secondes, ça va forcément se passer mieux. Donc oui, si, a priori, si tout est bien dans le meilleur des mondes, ça va mieux se passer. La question, c'est est-ce que j'ai choisi... C'est pas toujours vrai, en fait. C'est-à-dire que si je choisis mal ma vitesse, eh ben, j'aurais beau ouvrir disons que si mon programme qui me permet de choisir ma vitesse n'est pas correct, j'aurais beau ouvrir les yeux plus souvent, ça ne va pas marcher mieux. Donc imaginez par exemple qu'au lieu de regarder tout autour de vous et de prendre toutes les informations, à chaque fois vous prenez que les informations qui viennent de la droite. D'accord? Donc vous ouvrez les yeux, vous regardez que à droite, donc vous ne savez pas du tout ce qui se passe à gauche, vous choisissez votre vitesse et vous avancez. D'accord? Ben là, vous aurez beau faire ça aussi souvent que vous voulez, ça va finir par mal se passer. Il va se passer quelque chose à votre gauche que vous n'aurez pas vu. D'accord? Donc bon, ça c'est un peu simplifié. Évidemment, ce n'est pas ça que vous allez faire, mais il faut se dire que dans un problème très compliqué, dans tous les cas, on n'a pas toutes les informations. D'accord? Dans la vraie vie, on est des humains en fait. Et donc on arrive à, voilà, on voit partout, on regarde bien tout et puis on choisit où est-ce qu'on va. Et déjà comme ça, ça nous arrive dans les foules de cogner nos voisins. Là, vous allez devoir dire à un ordinateur comment il doit choisir la direction et la vitesse, d'accord? Cet ordinateur, ce n'est pas un être humain, donc il n'a pas toutes les informations. Donc vous allez faire des erreurs de toute façon, d'accord? Et donc l'idée, c'est de choisir cette vitesse à chaque fois qu'on ouvre les yeux, de choisir cette vitesse, d'avoir un programme en fait qui choisit cette vitesse le mieux possible, de façon à ce que si vous diminuez les temps, si vous ouvrez plus souvent les yeux en fait, et ben ça se passe bien et vous finissez par avoir la solution du vrai problème, d'accord? Donc qu'est-ce qui va nous aider en fait à choisir cette direction et cette vitesse à chaque fois qu'on ouvre les yeux? Ben, en fait, c'est pareil, c'est les maths en fait qui vont nous aider à choisir ça le mieux possible. Et donc on va avoir donc ces schémas numériques en fait, on dit qu'on va les étudier. Donc l'étude des schémas numériques, ça s'appelle l'analyse numérique. Et donc cette étude va nous permettre de dire si le schéma qu'on a choisi, c'est-à-dire si le choix ici là, de direction et de vitesse qu'on a choisi sont bons ou pas. D'accord? Et donc c'est pas si simple, il y a des cas où c'est même très compliqué. D'accord, donc ça c'est ce qu'on a mis en place pour nos écoulements granulaires, là, pour nos petits grains. Et donc on a écrit un code avec des collègues qui s'appelle SCOPI, donc pour simulation de collection de particules en interaction. Alors l'histoire en fait de ce code, c'est 2 thèses. Donc moi j'ai fait ma thèse sur ce que je suis en train de vous raconter, en fait les petits grains comme ça, des choses mécaniques. Et il y a Juliette Venel qui faisait sa thèse à peu près en même temps que moi sur les mouvements de foule. Donc on a travaillé ensemble sur ce code. Et donc, on a développé ce code. Alors, je vous ai parlé de Scratch tout à l'heure. Évidemment, on ne développe pas en Scratch. On développe donc avec d'autres langages. Là, on a choisi le C++. Il y a le Python aussi qui est beaucoup utilisé actuellement. Donc, on a développé ce code avec l'aide de Sylvain Faure, qui est un ingénieur de recherche à Orsay. Et donc, je vais vous montrer là maintenant quelques résultats qu'on a obtenus à partir de ce code. Alors, le premier exemple, donc là, on va voir des films. Ça va être
plus facile. Le premier exemple, c'est des empilements aléatoires de particules non convexes. Alors, c'est compliqué tout ça. En fait, ce n'est pas si compliqué. Vous prenez des particules. Alors, on n'avait pas envie de sphères. On voulait des choses plus complexes que des sphères. Donc, en fait, on a fait des particules qui sont formées de 2 sphères. D'accord? Donc, elles ont cette forme-là. Vos grains, vos petits grains, là, ils ont cette forme-là. Donc, c'était un travail qu'on faisait avec Lafarge, qui est une entreprise qui fabrique du béton. Et donc, sa question, c'était de savoir, mes 2 sphères, là, comme ça, comment elles doivent être, c'est-à-dire on peut choisir si elles s'enfoncent beaucoup l'une dans l'autre ou pas, en fait. Donc, la longueur ici peut varier. Vous pouvez décider qu'elles sont que l'intersection entre les deux est très importante ou qu'elles se touchent juste, d'accord? Et donc, la question, c'était où est-ce que je dois les mettre pour que, quand je les fais tomber dans un bac, à la fin, les grains soient le plus tassés possible. Donc, l'idée, c'était de dire que quand vous faites du béton, vous avez des petits grains dans ce béton. Et la question, c'était de savoir quelle est la forme des grains qui va faire que mon béton est le plus tassé possible et donc le plus solide possible. D'accord? Donc, on a pris ces formes de grains et on a fait ce que je vous ai raconté. Donc, on a appliqué donc, le principe fondamental de la dynamique. Pour les forces, il y a le poids qui les fait tomber. Et pour représenter le fait qu'elles tombent dans un bac et qu'en quelque sorte, on va secouer le bac pour les tasser, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une petite force qui les fait bouger aléatoirement, on dit en fait, un peu au hasard. D'accord? Donc en fait, elles tombent un petit peu comme ça, hop, et puis elles se tassent en bas. D'accord? Et on a rajouté le fait qu'elles entrent en contact, qu'elles ne peuvent pas s'interpénétrer. Alors, voilà ce qu'on a obtenu. Donc là, vous avez le bac. Donc au début, il est plein. Enfin, il est plein. Il y a des particules partout, et il y a des espaces entre les particules, et on les laisse se tasser. D'accord? À la fin, on obtient ça. Donc, vous avez les particules qui sont tassées là dans le bas. Les lignes jaunes, en fait, c'est les contacts entre les particules. D'accord? En fait, dès que 2 grains sont en contact, on a tracé une ligne entre les 2 grains pour voir lesquels se touchent ou ne se touchent pas. Donc, en fait, c'est des résultats. Savoir comment le matériau là, va être tassé pour des sphères, c'est quelque chose qui est déjà connu. Donc en fait, quand vous lancez une simulation comme ça, qui est quelque chose quand même de très compliqué, alors vous avez confiance dans ce que vous avez écrit, dans vos équations, dans vos schémas, mais quand même, ça se fait de vérifier que vous obtenez des choses qui correspondent à la réalité. Donc souvent, vous comparez avec quelque chose qui existe déjà, vous validez, ça veut dire que vous vérifiez que vous obtenez la même chose que ce que les gens avaient trouvé avant ou ce qui est observé dans la réalité. Et donc, dans ce cas-là, vous dites, OK, mon programme fonctionne bien et maintenant, je vais l'utiliser pour autre chose. D'accord? Donc, en fait, on l'a validé pour des sphères parce qu'on savait déjà ce qu'on devait obtenir pour les sphères. Et ensuite, on l'a lancé pour... Est-ce qu'il va se lancer? Oui. On l'a lancé pour nos petites particules. Donc là, vous voyez, nos grains, là, ils sont formés de 2 sphères collées les unes aux autres. Vous voyez qu'ils s'agitent un petit peu. Ça, c'est pour représenter le fait qu'on est en train de secouer le bac. Et on voit comment... je ne sais pas si je peux le relancer, probablement. Voilà. On voit comment ça se tasse ici en bas. D'accord? Et on a montré, on a trouvé, en fait... on voit, excusez-moi, on voit pas le film ne se déroule pas, en fait. Enfin, on le voit de manière très saccadée. Ah mince, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être juste faire une pause pour que vous voyez au moins les images. Hop là. Vous avez une image là? Non, oui, là c'est bon. Ouais, ok. Donc on va juste regarder, ça c'est un instant du film, d'accord? Donc vous avez nos petits grains là qui sont comme ça, qui sont formés de 2 particules collées les unes aux autres, d'accord? Et qui sont en train de tomber. Alors je vais le faire avancer un peu, hop, et je vais le rebloquer. Voilà. Donc les grains tombent en fait un petit peu à la fois. Et donc on a montré qu'il y avait en fait une interpénétration, donc un chevauchement idéal entre les particules pour qu'elles soient tassées au maximum en fait dans le bas du bac. Donc à la fin, si je le fais aller jusqu'au bout et si je vous mets l'image, hop là, voilà, à la fin on obtient ça, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc ici, vous avez les particules qui sont tassées là en bas. Et donc, on a fait ça. Donc, c'est là que c'est l'intérêt de la simulation numérique, c'est qu'on a fait ça pour différentes
différents chevauchements en fait, de couples de particules. À chaque fois, on a calculé de combien c'était tassé là dans le bas, et on a obtenu la taille idéale pour avoir quelque chose le plus tassé possible. En fait. Voilà, donc ça, c'est les premiers tests qu'on a fait. Alors, les seconds, on retrouve notre petit lézard là, qui est en train d'essayer de nager dans le sable. Donc, nous, on a essayé, donc, de ce que je vous disais tout à l'heure, de reproduire l'expérience qui était faite dans le laboratoire de mécanique à Orsay. D'accord, donc la physique, là, elle est toute simple. Enfin, elle est toute simple. En vrai, c'est compliqué, mais il n'y a plus le poids par rapport à tout à l'heure, parce qu'en gros, vous faites ça sur une planche qui est plate, d'accord, qui est horizontale, et vous tirez la bille, et donc on ne prend pas en compte le poids qui est enfin, le poids, c'est, comment dire, vous avez une table, en fait, sous les billes, donc le poids ne va pas jouer, d'accord. Donc vous regardez juste, vous tirez votre bille, et vous regardez ce qui se passe, là, devant la bille. Et donc, voilà ce qu'on a obtenu. Alors, j'espère que pour le coup, là, vous allez voir le film, c'est pas la même... Vous voyez quelque chose, là, ou c'est saccadé aussi? C'est saccadé, mais c'est un peu mieux. Ok, bon, je vais faire des petits... On les voit vraiment par à coup, quoi. Ok. Hop. Alors, je vais essayer de trouver un endroit qui me fait... Ah, voilà. Donc là, ici, vous avez la bille grise, du coup, qui est en train d'avancer vers la droite. Et là, tous les petits points bleus, là, c'est des grains. D'accord? Donc là, on avait 300 000 grains. Et on avait cette bille grise qui était en train d'avancer dans les grains. D'accord? Et ben, on voit, donc en rouge, c'est quand les particules sont très tassées les unes sur les autres. Et donc, on voit ici ces chaînes de particules tassées. Voilà, la bille, là, elle a appuyé sur celle-ci. Et donc, qui a appuyé sur la suivante, qui a appuyé sur la suivante, etc. D'accord? Et donc, on a étudié ce qui se passait ici dans tout le domaine qui est devant la bille pour essayer de comprendre ce qui se passe devant, en fait, ce que font ces chaînes de force, et essayer de trouver des comportements globaux, en fait. En vrai, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir où est chaque bille, d'accord? Quand vous avez votre dune, là, vous voulez savoir si elle va tomber ou pas. La question, c'est pas de savoir chaque grain, où est-ce qu'il va aller. La question, c'est de savoir si globalement, tout va s'effondrer ou pas. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on a fait aussi, en fait. Ce qui nous intéressait, c'était pas de savoir précisément où allait quelle bille, mais savoir si globalement, les grains étaient tassés, où est-ce qu'ils étaient tassés, dans quelle zone. Donc on essaye d'avoir des comportements globaux, en fait, sur des zones de grains et pas grain par grain, savoir où ils sont. Alors, on a fait aussi, je vous parlais tout à l'heure de béton. Donc là, quand vous avez du béton, bon, vous avez le poids, évidemment, et vous avez vos particules, et il y a un truc qui colle, en fait, entre les particules, d'accord? Donc, des fois, vous vous retrouvez avec des problèmes physiques pour lesquels il n'y a pas encore d'écriture du phénomène qui se passe, d'accord? Écrire l'équation ou l'opération qui correspond à la physique, ça n'a encore jamais été fait. Donc là, c'était le cas. Donc on a eu besoin, en fait, d'écrire ce qui se passait là entre nos particules. On ne peut plus juste dire, si elles se touchent, elles ne bougent plus. Ou si elles se touchent, elles rebondissent. En fait, ce qui se passe, c'est que si elles se touchent, elles se collent. D'accord? Et si je continue à appuyer, elles vont se coller de plus en plus, de plus en plus. Et si je tire, il va falloir qu'elles se décollent. D'accord? Et donc, il a fallu écrire des équations, des opérations, pour traduire ça, en fait, dans notre principe fondamental de la dynamique. D'accord? Donc ça a été un travail, ça a bien pris 2 ans. D'accord? C'est des choses qui prennent du temps. Donc, on a écrit ces sortes d'équations ou d'opérations, et ensuite, on a écrit comment les résoudre grâce à un programme. Et donc, on a obtenu ça. Donc, évidemment, ça va encore ramer, c'est dommage. Donc, on a une bétonnière. Alors, elle n'est pas très remplie, mais on pourrait la remplir plus, d'accord? Où on voit tourner ces grains qui collent un petit peu entre eux. Et donc là, par exemple, on ne l'a pas fait encore, évidemment. Enfin, évidemment. Pas là, ça marche bien. Ah, magnifique. Donc, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Du coup, je laisse tourner. On pourrait se demander, par exemple, si je mets, je ne sais pas, des grains plus gros et des grains plus petits,
comment ils vont se mélanger. On peut avoir, même si on oublie que c'est du béton, on peut avoir envie de mélanger dans, je sais pas, dans l'industrie ou n'importe où, ou même dans les... quand vous faites des céréales, je sais pas, vous avez du grain, du blé, de l'orge, je sais pas quoi, et vous avez envie de les mélanger pour faire un mélange de céréales. Et ben vous les mettez toutes dans un bac. Donc vous allez avoir, je sais pas, d'abord le blé, puis ensuite l'orge, et puis ensuite, je sais pas quoi, du riz. Et vous voulez mélanger tout ça. Et la question, ça peut être de savoir, est-ce que ça va bien se mélanger? Donc, en combien de temps ça va se mélanger? Comment je peux fabriquer, en fait, mon mélangeur pour que ça se mélange le plus vite possible? Donc, c'est plein de questions, en fait, auxquelles on peut répondre en faisant des simulations comme ça. OK. Et alors, la fin, parce que je vous l'avais promis quand même dans le titre, quel est le lien entre tout ça et les mouvements de foule? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà plus ou moins compris le lien entre les deux. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que des foules, si vous les regardez par-dessus, alors j'aurais dû mettre une image, tiens, je n'ai pas mis d'image. Si vous les regardez par-dessus, c'est un peu comme chaque personne, c'est un peu comme un rond, d'accord? Donc, en fait, comme un grain qui est en train de se déplacer, d'accord, dans une pièce. Et donc, ce qu'on a dit, il a fallu écrire, donc pareil, des équations pour écrire la physique du problème. Donc, avant, quand vous aviez vos matériaux, vos petits grains, là, on disait, OK, la vitesse, elle est connue parce que je connais les forces qui s'exercent dessus, sur mes grains, d'accord? Pour les mouvements de foule, bon, on n'a pas des forces. Enfin, alors, si, on a des forces s'il y a des gens qui vous poussent, mais a priori, si vous êtes tout seul dans une pièce, il n'y a aucune force qui vous oblige à aller à un endroit ou à un autre. Donc, on ne va pas du tout écrire un principe fondamental de la dynamique. On va dire que vous avez une vitesse souhaitée. Vous avez envie d'aller à tel endroit. D'accord? Donc, par exemple, j'ai envie de sortir de la pièce. Sauf que, il y a des tables dans la pièce où il y a plein de gens, par exemple, vous êtes en train de sortir d'une salle de cours. Donc, il y a plein de gens autour de vous aussi. D'accord? Donc, vous avez votre vitesse souhaitée. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des obstacles, qui peuvent être soit les tables, soit les voisins qui, eux aussi, ont leur propre vitesse souhaitée. Et du coup, la partie contact, en fait, entre les gens ressemble finalement étrangement à la partie contact entre les grains. Et donc, on a pu utiliser le code qui avait été développé pour les grains pour faire des mouvements de foule. En fait, si vous voulez, le schéma là qu'on avait tout à l'heure, je vais peut-être juste revenir 2 secondes là. Ce schéma numérique, choisir ma direction et choisir ma vitesse, avant, c'était je connais les forces et donc je choisis ma direction et ma vitesse et donc j'avance. Maintenant, si je fais des mouvements de foule, choisir ma direction et ma vitesse, c'est choisir là où j'ai envie d'aller et ensuite j'avance. D'accord? Donc le schéma se ressemble étrangement et donc on a pu utiliser le même code en fait pour faire des mouvements de foule. Donc là, par exemple, vous avez l'image d'une pièce qu'on verra tout à l'heure. Donc vous avez la pièce. Vous avez des obstacles qui sont des tables ou des poteaux, je ne sais pas, par où vous ne pouvez pas passer. Et donc, par exemple, quelqu'un qui se trouverait ici aurait envie de sortir en suivant le plus court chemin, qui est celui-là. Et la sortie, elle est là. D'accord? Donc, Juliette, du coup, a implémenté ça, Juliette Venel. Et donc, alors, j'espère que vous allez voir ces films-là. Donc, par exemple, la pièce de tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez cela. Oui, là, on voit bien. Oui, ok, super. Donc là, elle est en train de se vider. D'accord. Alors, elle a mis des couleurs en fonction de si les gens étaient tassés ou pas, ou poussés sur les autres ou pas. Donc, on n'a pas intérêt à être trop noir, sinon... on n'a pas intérêt à être trop rouge. Sinon, c'est qu'on est en train de se faire écraser. Et donc là, vous avez tous ces gens qui sortent de la pièce. Donc, ils ont leur vitesse souhaitée. Je ne sais pas si je peux le relancer du début. Voilà. Donc, ils ont envie d'aller vers la sortie, sauf que ils sont gênés par les autres, donc ils ne vont pas pouvoir, ils vont être ralentis. Par exemple, ceux-là, là, finalement, ils se mettent à s'éloigner de la sortie à force d'être poussés par les autres. Alors, on avait fait aussi, je ne vais peut-être pas tout vous montrer, ça c'est l'évacuation de l'ancien bâtiment de mathématiques d'Orsay. Donc là, vous voyez les gens, donc ils sont colorés en fait en fonction de du temps de sortie. Donc là, vous avez le plan, donc vous avez les bureaux, vous avez ici une salle qui était une salle de pause. Et ici, vous avez l'escalier, par exemple. Donc, vous voyez que ceux qui vont mettre le plus de temps à sortir, ça va être ceux qui sont là. Et donc, du coup, par exemple, avec ce genre, vous avez un zoom ici, là en bas.
avec ce genre de simulation, vous pouvez faire des simulations d'évacuation. Donc, vous imaginez par exemple dans le métro ou dans les aéroports, vous avez envie de construire ces bâtiments. Par exemple, vous avez des normes, en fait, vous êtes obligé de les construire pour qu'ils puissent être évacués en, je sais pas, en 10 minutes ou en 20 minutes, en fait. Alors, évidemment, vous n'allez pas commencer par les construire, mettre des gens dedans, regarder en combien de temps ils s'évacuent, et puis dire, ah bah mince, ils s'évacuent en 20 minutes, on recommence. Ça, c'est juste pas possible. Et donc, vous faites quoi? Vous faites des simulations numériques, typiquement ce que je suis en train de vous montrer. Vous faites des tests. Et donc, une chose qui peut se passer, et qui se passe en fait assez... Donc là, c'est pour les mouvements de foule, mais ça se passe exactement pareil pour les grains de tout à l'heure. Il peut se passer des blocages. Alors, ça va arriver. Voilà. Donc là, on est dans une situation où plus rien ne bouge. Vous voyez, le film, il avance. Il continue à avancer. Sauf que tout le monde est bloqué. Alors là, je vais juste faire une pause le temps que je vous raconte l'histoire. Tout le monde est bloqué. Ici, il y a une arche qui s'est formée à la sortie. Et en fait, s'il n'y en a pas un qui décide de pousser un grand coup plus fort, ça va rester bloqué comme ça. Et c'est des choses qui se passent dans la vraie vie. Et c'est des choses qui se passent aussi pour nos histoires de grains. Tout à l'heure, je vous disais, il ne faudrait pas que les grains de blé que vous avez mis dans vos cuves, là, au moment où vous voulez les faire sortir, se bloquent et ne sortent pas. En fait, c'est des choses qui peuvent arriver. Et vous avez sûrement dû voir ça déjà. Vous prenez un entonnoir et vous faites tomber, je ne sais pas quoi, des graineries ou des grains dedans. Il arrive que ça se bloque et qu'il faille tapoter un petit peu sur le bord de l'entonnoir pour que ça sorte. Donc là, l'intérêt de faire des simulations, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça bloque et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne bloque pas. D'accord ? Et typiquement, dans le cas des mouvements de foule, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer ce film-là, voilà. C'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est de mettre, alors peut-être je vous explique ce qui se passe d'abord. Là, ici, on a mis un petit obstacle en triangle, là, je ne sais pas si vous voyez bien, devant la porte. Alors on peut se dire, c'est n'importe quoi, ça va empêcher les gens de sortir. En fait, pas du tout. Au final, la pièce va se vider plus vite que s'il n'y avait pas d'obstacle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, ils peuvent plus se bloquer les uns les autres, ils se poussent plus comme avant, tous dans le même sens. Et au final, la pièce est évacuée plus vite que s'il n'y avait pas d'obstacle. Parce qu'en fait, il y a deux chemins pour y aller et les gens qui partent par la droite gênent moins les gens qui sont à gauche. Il n'y a plus cette arche en fait circulaire qui se forme. Et donc, dans les bâtiments, typiquement, ce qu'on peut mettre pour améliorer les évacuations et éviter qu'il y ait des blocages, ça peut être typiquement de rajouter des piliers. Voilà, donc c'était essentiellement ce que je voulais vous raconter. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc juste pour conclure, en fait, c'est le genre de travail pour lesquels, c'est ce que disait Olivier Goubet tout à l'heure, il y a énormément de spécialités qui interagissent. On parle avec des physiciens, on fait des maths évidemment pour écrire des équations, pour écrire des programmes qui fonctionnent, et ensuite il faut les coder sur l'ordinateur, ces programmes, donc il faut connaître des langages informatiques pour réussir à faire ça. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes personnes qui font tout, on a chacun notre spécialité. Mais il faut tout le monde se parle, sinon on n'arrive pas à aller du début à la fin du projet. Voilà, et c'était essentiellement ce que je voulais vous raconter. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté si vous avez tenu jusque-là. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas comment on fait pour applaudir dans version de cette on va peut-être prendre quand même 5 minutes pour les questions, avec 5 minutes de retard pour le forum. S'il y a des questions. Alors, pour les questions, il y a deux possibilités. Normalement, vous avez un petit outil avec une main que vous pouvez lever en cliquant dessus. Ou bien, vous tapez votre question dans le chat à droite et c'est les deux moyens, mais très rapidement parce qu'on a beaucoup de retard, disons. Je vois qu'il y a une question. Sacha Serf. Oui, moi j'ai une question simplement. En fait, j'ai deux questions. Est-ce que ça pose problème pour le temps? Tant pis, on fera avec. Hein. Ma première question, c'est la raison pour laquelle vous modélisez les particules par des assemblages de sphères.
c'est parce que c'est plus facile pour calculer les forces de contact? Oui, en fait, on a commencé par des sphères parce que c'était plus facile. C'est aussi plus facile à programmer. En fait, les modèles, donc maintenant, on est en train d'essayer de passer à autre chose que des sphères. Les modèles sont les mêmes, mais tout est forcément plus compliqué parce que si vous prenez des trucs allongés, ben, quand elles tournent, ça va influer sur celle qui est à côté, alors que si j'ai 2 sphères, quand elles tournent, ça ne va pas influer sur celle qui est à côté. Donc tout est forcément un peu plus compliqué. C'est faisable, on est en train d'y passer. Mais du coup, on a commencé, c'est ce que je disais au début, en fait, c'est que pour réussir à aller jusqu'au bout d'un projet, parfois, il faut se concentrer, il faut prendre les choses étape par étape. Donc, il fallait déjà bien comprendre comment écrire les équations et comment les résoudre avec des sphères avant de passer à la suite. D'accord. Et mon autre question, c'était, ça c'est probablement un manque de culture générale de ma part, mais la raison pour laquelle vous modélisez le béton par un milieu granulaire et pas comme un milieu liquide visqueux, c'est quoi la différence? Parce que pour moi, le béton, c'est du liquide. Il y a des cailloux, en fait, dans le béton. Alors, je ne suis pas très spécialiste non plus, j'avoue. Mais donc, dans le béton, ils mettent des... Enfin, c'est pas juste un truc visqueux, il y a des cailloux, en fait. Des trucs, des vraies particules rigides. Et on prend en compte dans le modèle le fait que les grains interagissent avec le fluide. D'accord. Oui. Merci. Mais le béton, c'est pas du ciment. Ah d'accord, ça doit être ça que je dois confondre béton et ciment. Alors. Il y a une question, pourquoi le shot de sphère, on vient d'y répondre. Il y a une autre question, Lycée Carnot. Bonjour. Bonjour. Alors, lors de votre introduction, vous avez énoncé qu'il s'agissait de la même pente à chaque fois. Et je n'avais pas exactement compris la raison, en fait. Alors, de la même, pardon, je n'ai pas entendu. En fait, lors de votre introduction, vous avez énoncé justement que lorsque l'on déposait les granitudes, la pente était à chaque fois les mêmes. Oui. Je n'avais pas exactement compris la raison. Alors, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est lié à la forme des particules et à la friction entre les particules. Et il se trouve qu'il y a une sorte d'état d'équilibre qui se met en place, en fait. Quel que soit le truc que vous faites, vous allez obtenir une sorte d'état d'équilibre. Et toute la question, c'est justement de réussir à deviner cet équilibre en fonction des particules que vous avez choisies. En fonction de leurs caractéristiques, en fait. Est-ce qu'elles frottent, est-ce qu'elles rebondissent, etc. Et c'est ça qui est compliqué, en fait, de comprendre en fait le comportement global du truc, alors que a priori c'est juste plein de petits grains. Et nous, ce que je disais, en fait, savoir où est chaque grain, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est savoir globalement la forme du tas. Et c'est pas si simple. Très bien. Et j'ai une deuxième question. On avait vu justement que la pente différait de plusieurs produits, par exemple des grains de riz, de la semoule. Est-ce qu'elle diffère de plusieurs paramètres comme la masse, par exemple? Alors, la masse, je ne pense pas. Elle va dépendre, donc elle dépend de la forme. En fait, essentiellement, elle doit dépendre de la friction, de comment les grains se frottent entre eux, si vous voulez. Donc, si vous avez des grains de la même forme, mais typiquement entre des billes et puis des balles rebondissantes là, qui collent un petit peu, là, qui frottent, vous allez avoir des pentes différentes. Et pareil, si vous avez des sphères ou des ellipsoïdes, à nouveau, vous n'allez pas avoir les mêmes pentes parce qu'en fait, elles vont se retenir les unes les autres en quelque sorte. C'est un peu ça qui fait l'angle. C'est comment elles arrivent à se retenir les unes les autres. Eh bien, je vous remercie pour ces réponses et votre présentation. Merci. Merci beaucoup. Une autre question sur le choix de 3000 graines sur la modélisation. Sur la bitractée, alors c'est 300 000. Alors pourquoi 300 000? En fait, il faut en prendre suffisamment donc, pour voir globalement ce qui se passe en fait. Typiquement pour mon tas de sucre là, si je prends 4 grains, je ne vois absolument pas d'angle. D'accord? Il faut que j'en prenne quand même un minimum pour commencer à voir des choses, à voir ce qui se passe. Donc le choix du nombre de grains, ça va dépendre, alors c'est un peu les physiciens qui nous aident. Il faut qu'il y en ait... Alors, on en prend le moins possible parce que sinon le programme informatique, il met des jours à tourner. Mais il faut qu'il y en ait suffisamment pour obtenir ce phénomène de tas, en fait. Et aussi, dans notre cas, là, il fallait qu'on fasse avancer la sphère. Et donc, il fallait que, par exemple, si je la fais avancer pendant 10 secondes, elle s'est déplacée. Et donc, il faut qu'au bout de 10 secondes, j'en ai encore devant elle. D'accord? Donc, il fallait qu'on ait une certaine zone pleine de grains.
Et ensuite, c'est les physiciens qui nous ont dit la taille des grains. Et comme vous voulez qu'il y en ait partout, bah, si vous avez des petits grains, il faut en mettre plus. Je vois que le lycée Carnot a toujours la main levée, mais c'est sans doute parce qu'ils ont oublié de la baisser. Non, pardon, en fait, j'ai une autre question. La dernière. Donc, pour revenir sur donc l'état, les empilements de grains, vous avez parlé aussi que donc, le plan sur lequel repose l'empilement, au bout d'une certaine inclinaison, les grains commenceraient à tomber. Donc, je voulais savoir, est-ce que cette inclinaison, donc à partir du moment où les grains commenceraient à tomber, dépend de la pente ou d'autres paramètres, de la pente de l'empilement des grains, ou peut-être de leur masse Je dirais que c'est lié. En fait, si vous prenez même, sans faire un tas de grains, vous prenez alors peut-être pas un truc rond parce que ça va se mettre à rouler, mais vous prenez, je sais pas, vous prenez votre téléphone, vous le posez sur un truc plat, et puis vous inclinez, bah, au début, il ne va pas bouger, et puis au bout d'un moment, il va se mettre à glisser. D'accord ? Et donc ça, c'est lié à la friction, à comment ça frotte en dessous. D'accord ? Donc ça, c'est vrai même pour un grain tout seul. Et donc, quand vous avez plein de grains, bah, ça va se multiplier, en fait. D'accord ? Et donc, tout ça, c'est lié. Tous ces trucs-là, en fait, sont ces pentes, et puis le fait que ça glisse ou que ça ne glisse pas, c'est lié à savoir est-ce que ça frotte ou pas. Ou est-ce que les grains, comme ils ont des formes différentes, donc s'il est tout seul, c'est lié qu'au frottement sur le plan. S'ils sont plusieurs, en fait, ils peuvent se tenir les uns les autres, en fait. Donc, soit par leur frottement entre eux, soit par leur forme. D'accord. Merci pour... Merci pour cette conférence et pour ces réponses. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc j'en profite pour interrompre parce qu'on a beaucoup de retard et qu'il faut quand même que le forum puisse démarrer. Il était prévu à 15h15. Je remercie encore. J'ai juste une remarque, moi, personnellement, à faire. Je trouvais que c'était un peu une provocation par rapport à la situation du Congrès aujourd'hui, le fait de parler de mouvement de foule, puisqu'on est vraiment un peu isolés les uns des autres pour faire de la foule. Mais ça me fait penser quand même que, globalement, beaucoup de gens discutent sur les distances à appliquer, mais de façon très statique. Par exemple, vous regardez un wagon de métro, il y a des emplacements qui sont marqués comme si les gens étaient posés là définitivement. Est-ce qu'il y a des gens qui, au niveau mathématique, pourraient utiliser des écoulements granulaires, des choses comme ça, pour modéliser le déplacement qui respecterait les distanciations à tout moment, y compris pendant le déplacement? Oui, je pense que c'est possible. Donc, en fait, Juliette Venel a travaillé avec Bertrand Maury sur les mouvements de foule. Et il travaille en ce moment sur tout ce qui est, alors sur, je pense plutôt, alors pas le métro, mais dans les lycées, essayer d'optimiser en fait les emplois du temps, parce que quand on change un emploi du temps, en fait, ça fait une classe qui doit aller d'un endroit à un autre, et donc essayer d'optimiser tout ça. Et donc j'imagine qu'il doit pouvoir prendre en compte ces histoires de distance, oui, bien sûr. Merci beaucoup, j'applaudis encore.